Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on est avec Jacques Minier. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Donc on va aller visiter l'univers, j'ai envie de dire, de Jeanne d'Arc et de tous ses côtés un peu sombres. Hein. Alors toi, tu t'es déjà venu en plus, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais l'émission, il y avait eu un problème ce soir-là et on n'avait pas pu faire le direct. Voilà. Donc on avait fait l'émission en VOD, puis il y avait un problème de son, c'était horrible. Le son était détestable. Voilà, donc c'est la deuxième fois. Et ben voilà, en plus, bon, que tu constates, voilà, tout a changé. Très bien, très bien. C'est très très bien, c'est beaucoup mieux. Alors bonsoir à la régie, bien sûr. Bonsoir à tous les métanautes connectés au Modératrol. Il y a Gaspard hier et Nuit, La Révolte, Libertad, Sage, voilà, Twin, Geva, Emily, Ozzy, Pierrot, Antares, Mezzaga, Psycho Quack, Djebel, Espinoza, le buraliste, Métaphys, voilà, Newls. Bon, ils ont des noms un peu bizarres. Ils ont vécu à l'époque de Jeanne d'Arc, probablement, certains aussi. Oui, sans doute. Oui. Certainement, ça doit être des survivants. Parce que donc, cette Jeanne d'Arc, alors aussi, il faut le préciser, tu es l'auteur de ce livre aussi, alors, Oui, voilà, oui. Jeanne d'Arcadie, alors déjà... D'Arcadie, d'Arcadie. oui. En fait, c'est un jeu de mots, bien sûr, parce que ça comporte Jeanne d'Arc, mais c'est aussi, pour mettre en évidence, le mot Arcadie, parce que cette histoire est reliée non seulement à la pucelle. On avait dit que l'émission s'appellerait Le dessous de la pucelle. Le dessous de la pucelle, ouais. Alors, il y en a tous deux, s'imaginer des choses. Ne vous attendez pas à des révolutions croustillantes, mais tout de même avec un certain nombre de choses, pour ceux qui n'ont pas vu la première version, et ils risquent d'être quand même très surpris. Parce que le terme Arcadie, c'est à la fois un pays dans les îles grecques, qui fait remonter à l'époque de la mythologie, notamment avec le roi Arcas, qui est soi-disant le fils de la déesse Calypso que Zeus avait eu avec elle. Et cet Arcas se trouve aujourd'hui, en fait, figuré avec sa mère Calypso, une constellation dans la partie, ce qu'on appelle l'aile du dragon. C'est Alpha Dragonis aujourd'hui, c'est-à-dire l'étoile polaire. C'est-à-dire, comment dire, c'est un groupement d'îles, c'est ça, enfin, dans la mythologie, un groupement d'étoiles, d'accord. Oui. Jusque à peu près 4000 ans, enfin, oui, 2000 ans avant Jésus-Christ, tous les constructions, les bâtiments importants qui se construisaient au Moyen-Orient notamment, mais pas seulement, je parlais notamment des pyramides, étaient orientés, et ils le sont toujours, mais le nord réel, le nord vrai, était donné à cette époque par une étoile qui s'appelait, j'ai oublié le nom, c'était Alpha de, donc la première étoile, Alpha de Dragonis. Et puis, comme avec la précession des équinoxes, l'axe du monde varie un petit peu. En fait, l'étoile polaire varie tous les 2000 ans à peu près. Et à l'époque des Grecs, c'est-à-dire 2000 ans après ce que je viens d'expliquer, il a été décrété, je ne sais pas par qui, mais c'est traduit dans la mythologie, que Zeus avait envoyé Calypso et son fils, donc Arcas, note bien Arcas, le nom, hein, qui est soi-disant resté le roi de cette partie de la Grèce et qui lui a donné son nom, Arcadie. En fait, ça remonte certainement beaucoup plus loin que ça. Donc il a expédié Arcas et sa mère dans l'aile du dragon et
l'étoile l'étoile du Nord, enfin l'étoile polaire, est devenue la première étoile de cette nouvelle constellation sous le nom de Stella Maris, c'est-à-dire l'étoile de Marie. L'étoile de Marie. Ou l'étoile marine, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, c'est lié, tous ces légendes anciennes sont liées à travers toute une filiation, je dirais, d'initiation, de secrets conservés par des gens plus ou moins apparents. En fait, cette histoire est liée à la façon de mesurer le temps et l'espace. Ça va beaucoup plus loin qu'une histoire de Jeanne d'Arc. Ça va beaucoup plus loin qu'une histoire de Templiers, dont je parlais l'autre fois. Et donc, ça va beaucoup plus loin que l'histoire d'un ordre soi-disant, enfin non pas soi-disant, qui était réel, mais qu'on a confondu avec le fameux prieuré de Sion, dont on parle beaucoup à propos de Rennes-le-Château. De Rennes-le-Château. Voilà. Bon, le prieuré de Sion de Rennes-le-Château, c'est-à-dire celui d'un certain Plantard. C'est une fumisterie qui est basée sur l'immatriculation en 1963, je crois, d'une association loi 1901 qui l'a baptisé prieuré de Sion. Mais c'est complètement... rien à voir avec l'original. Rien à voir. Alors qu'à l'origine, il y avait enfin, lui, il voudrait avoir lié ça avec l'original. Ça lui aurait permis, je ne sais pas ce qu'il en espérait. Mais il y a effectivement un original, un ordre qui s'appelle non pas prieuré de Sion, mais ordre de Notre-Dame du Mont-Sion. Et cet ordre de Notre-Dame du Mont-Sion a été fondé en 1099 par Godefroy de Bouillon à Jérusalem. Les croisades se sont plus ou moins bien déroulées. Au bout du compte, les croisés ont perdu la Terre Sainte. Mais un certain nombre d'ordres qui ont été fondés là-bas sont revenus en Occident. Notamment, bien sûr, les Templiers, l'ordre de Saint-Lazare, et ce fameux, enfin, puis 2-3 autres, et ce fameux ordre du Mont-Sion. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que les Templiers, l'ordre de Saint-Lazare et l'ordre de Sion sont revenus en France en 1154. C'est le roi Louis VII qui les a ramenés avec lui, dans ses bagages, en revenant de la 4e croisade. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a installés à Orléans. Tiens donc, à Orléans. Et oui, voilà pourquoi, moi, Orléanais, j'étais peut-être un peu plus à même que d'autres de trouver le lien entre l'ordre de Sion et les secrets qu'il était censé préserver et transmettre, et la raison pour laquelle Jeanne a été suscitée pour délivrer Orléans. Non pas pour délivrer les Orléanais, mais pour empêcher que les Anglais ne mettent la main sur le siège de l'ordre de Sion qui, lui, à ce moment-là, était à Orléans. En 1429, c'est-à-dire 3 siècles après son installation, l'ordre de Sion était toujours en l'église Saint-Samson d'Orléans. Et bon, malheureusement, la crypte, qui existe très certainement encore, est ensablée et cachée sous les pavés de... Je veux dire, c'est une histoire de fou. Mais elle existe. Voilà. Et en plus, cet ordre, alors Notre-Dame de Sion, il avait un rôle particulier par rapport aux Templiers. Les Templiers étaient un ordre militaire, eux étaient plutôt financiers, en fait, ils travaillaient ensemble, c'est ça? C'était 2 ordres jumeaux, ils faisaient plus que travailler ensemble. Ils ont eu les mêmes, ils se sont partagés les mêmes 10 premiers grands maîtres. C'est-à-dire, depuis la fondation à Jérusalem, vers 1120-28, par là, jusqu'en 1188, on a appelé la coupure de l'orme de Gisors. C'est une histoire de dispute entre le roi de France et le roi d'Angleterre.
À Gisors, encore un endroit... Ah mais Gisors, mais oui, bien sûr, mais c'est pas par hasard, non? C'est pas par hasard non plus, Gisors, voilà, encore un endroit... Tout ça, ça n'est pas par hasard, c'est évident, mais la difficulté, c'est de faire le lien entre ces différents lieux, ces différents endroits, ces différentes histoires. Et c'est très difficile parce que, bon, l'histoire de Jeanne d'Arc, elle a été phagocytée par l'Église depuis toujours. L'histoire de Gisors, elle a été beaucoup étouffée, et en particulier quand un certain jardinier, au début du XXe siècle, enfin au début, dans les années 50, dans les années 50, ouais, voilà, c'est avec Malraux, il me semble, voilà, a prétendu avoir retrouvé le trésor des Templiers. Voilà. On ne sait pas ce qu'il a trouvé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Malraux a fait débouler l'armée et le site a été fermé et on a vu des camions passer, etc. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, il a fait débouler l'armée, il a fait tout fermer, etc. Oui. Ça, c'est, oui. Ouais. Donc, il y a des choses comme ça qui sont effectivement très étonnantes. Après, on va dire, ah oui, mais vous êtes des complotistes, vous voyez des choses partout. Ben non, on s'étonne simplement, quoi. Voilà, oui. Et quel lien alors? Parce que voilà, donc cet ordre-là, c'est ça, donc ces deux ordres étaient mêlés, le Notre-Dame de Sion et le Templier. Oui, l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion était essentiellement composé d'intellectuels, des prêtres, des chercheurs, des alchimistes, des gens qui étaient curieux de nature et philosophes. Alors que l'ordre du Temple était plutôt le bras armé du précédent. Des militaires, voilà. C'est un ordre militaire. C'est un ordre de moines soldats, à la fois religieux, mais surtout soldats. Hein. Et donc cet ordre était au service du premier, ou bien on peut dire aussi que le premier était le cercle intérieur de l'ordre du Temple. C'est un peu la même chose. Voilà. C'est pour ça qu'on attribue aux Templiers énormément de choses qui sont peut-être pas forcément leur qualité propre, ça ne leur appartient pas forcément à eux, Templiers, mais à travers eux, à l'ordre frère. Un ordre frère, voilà. Surtout que la fin des Templiers en France, c'est quoi? C'est 1324, c'est ça? C'est 1307, ils sont arrêtés. Quand ils sont arrêtés. Voilà. 1314, où on a fait griller. Griller le Jacques de Molay, Geoffroy, le grand maître. Voilà, etc. Et donc, ça veut dire que, bon là, 1314, Jeanne d'Arc, c'est 1429, c'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans qu'on a, en théorie, plus de Templiers. 100 ans après, en théorie, il n'y a plus de Templiers. Sauf que, à l'époque de Napoléon, va apparaître un document qui, jusque-là, avait été complètement passé sous silence, et qui s'appelle la Charte de l'Arminius. Cette Charte de l'Arminius récapitule plus exactement tous les noms des grands maîtres du Temple qui se sont succédés depuis Jacques de Molay. C'est-à-dire depuis, en fait, qu'il n'y ait théoriquement plus de Templiers. Mais il y a quand même des grands maîtres. Il y a quand même des grands maîtres, ça c'est assez drôle. Ouais. Hein, et qui est ce Larminius? C'est tout simplement comment on appelait ça, on va dire le grand maître, le nom précis m'échappe, mais le précepteur de Jérusalem, qui était en place à l'époque où Jacques de Molay a été mis au bûcher. Et avant de mourir, Jacques de Molay aurait fait venir son neveu et l'aurait chargé de transmettre la direction du temple à ce Larminius, qui, et par la suite, on a écrit les noms de tous ses successeurs. D'accord. Voilà. Et alors, c'est comme ça qu'on retrouve, par exemple, une cinquantaine d'années avant Jeanne d'Arc, un nom qui va sûrement évoquer quelque chose à un certain nombre de gens, et c'est Bertrand du Guesclin. Bertrand du Guesclin, oui. Ouais. Bertrand du Guesclin était le grand maître du temple. Alors Bertrand du Guesclin, c'est un grand héros. C'est un grand héros, bien sûr, mais c'est un grand héros qu'on fait passer pour un
un nain affreusement laid et extrêmement gonflé d'orgueil, parce que c'est un grand militaire, c'est sûr, un gars qui ose des coups, et comme il gagne beaucoup de batailles, il fait reculer l'anglais, lui aussi le premier, et à un moment donné, il y a la paix, donc on dit, bah tiens, maintenant, c'est bien, il y a la paix, tiens, tu vas aller occuper un peu, forcément s'il y a la paix, il y a démobilisation, et démobilisation, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui se retrouvent, qui suivaient un chef, qui se retrouvent sans chef, et qu'est-ce qu'ils font? Bah, alors on va les appeler les grandes compagnies, c'est-à-dire des gens qui se conduisent un peu comme des bandits de grand chemin qui vivent sur l'habitant. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas non plus d'armée de métier, il n'y avait pas de rémunération, c'était chaque seigneur qui payait ses propres hommes. Des mercenaires, voilà. C'était des mercenaires, voilà. Et donc, on charge du Guesclin, en période de paix provisoire, d'entraîner ces grandes compagnies un peu plus loin à l'extérieur. Or, qu'est-ce qu'il fait du Guesclin? Il les emmène jusqu'en Espagne combattre l'héritier anglais, le prince noir. Voilà. Ah, le fameux prince. Voilà. Et il va en Espagne, il va être fait prisonnier par l'allié du prince noir, qui était donc le roi de... Non, pas de Navarre, d'Aragon, Léon. Non, pas d'Aragon non plus, l'autre de Castille. Voilà. Ou, peu importe, c'est un des deux. Et il est fait prisonnier par ce roi, qui était donc allié du prince noir. À l'époque, les gens de valeur, quand on les fait prisonniers, on demande une rançon. On redemandait des rançons, c'était courant. Ouais. Oui. Et la légende raconte que du Guesclin a évalué lui-même sa rançon au niveau de celle d'un roi. Alors, bien sûr, tous les manuels scolaires le font passer pour quelqu'un abus de sa personne, extrêmement orgueilleux, etc. Sauf que si effectivement il était grand maître du temple, eh bien effectivement il avait la valeur d'un roi. Parce que c'est lui qui commandait à toutes les armées. On le présente comme connétable. Oui, le connétable. Connétable, nommé par le roi. Oui, mais il a été nommé par le roi, pas par hasard. C'est parce qu'il était déjà plus qu'influent. Je veux dire, on ne pouvait pas se passer de lui. Ça change la vision des choses. Et effectivement, dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant qu'il ait évalué lui-même sa caution, enfin sa rançon plutôt, à un chiffre qui aurait pu paraître extravagant pour n'importe qui d'autre. Mais la vérité, c'est qu'il aurait dit, oui, mais toutes les fileuses de France vont travailler pour moi. C'est n'importe quoi, parce que, en fait, on sait que le roi de France a payé une partie de la rançon, mais que c'est du Guesclin lui-même qui a vendu ses domaines en Bretagne, et il a tout liquidé ses affaires en France, et il a payé sa rançon, il est parti en Espagne. En Espagne, aussitôt, l'autre roi, pas celui qui l'avait fait prisonnier, mais son adversaire, je crois que c'est le roi d'Aragon, lui a restitué ce qu'il venait de vendre en Bretagne. Et il est devenu ainsi prince de... je ne sais plus quelle province, et roi de Grenade. Alors, vous allez me dire, la Grenade n'était pas encore libérée. Elle était encore... 1492, oui, elle était encore... musulmane, oui, mais bon, ça fait rien. Mais on s'attribue le titre même. On s'attribue le titre. C'est même une raison de plus pour que les Templiers aillent délivrer, quoi. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, il lui avait déjà redonné un duché équivalent à ce qu'il avait vendu
en Bretagne. Alors, donc, il vend son duché pour si on regarde sa caution et on lui rend. Voilà, oui. D'une certaine manière, moi, ça m'amuse beaucoup parce que je me dirais, aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça, il serait accusé d'exportation de capitaux. J'exporte, enfin, j'évalue moi-même ma rançon. Et puis finalement, je vais aller m'installer ailleurs. Tiens, allez, je vends tout ça. Et puis, c'est une façon oui, bon, enfin, on peut voir l'histoire comme on veut. On ne nous raconte pas ça, en tout cas. Non, jamais. De Duguesclin. Déjà, on ignore qu'il avait ce lien fort avec ces sociétés-là. On n'imagine pas, en plus. On n'imagine pas. Et pourtant, il a délivré un certain nombre de petites cités qui étaient occupées par les Anglais, avec le beau sang en tête. Notamment un petit bled du côté de... Enfin, un petit bled, une petite cité sur les bords de Loire. Là, j'ai pas le nom qui me revient. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et on en parlera tout à l'heure peut-être à propos de son épée, d'ailleurs. Parce que cette épée de Duguesclin, quand il est mort, à qui est-elle allée? Eh bien, elle est allée à Louis d'Orléans. Louis d'Orléans, qui c'est? Mais c'est, comme par hasard, pratiquement certainement, le père de Jeanne d'Arc. Le fameux frère du roi de France. Le fameux frère du roi de France. Et quand Louis d'Orléans, à son tour, va être assassiné quelques semaines après la naissance de Jeanne, cette épée sera donnée à un autre chevalier, Collet de, je ne sais plus non plus, de Caulaincourt peut-être bien. Tiens, oui, ça me... Et à sa mort, la mort de ce chevalier, elle sera déposée, cette même épée, toujours, donc c'est celle de Duguesclin, qui est passée par... elle sera déposée sur l'autel d'une petite église dans la vallée du Cher. Quand Jeanne d'Arc va arriver à Chinon, 50 ans après, elle va dire « Ah oui, mais je voudrais bien une épée là, qui est là-bas à l'église... je recherche, j'ai perdu toute l'histoire, le fil de l'histoire depuis que j'ai écrit. Et donc elle va faire chercher cette épée spécialement, celle-là, et pas une autre, à l'église en question. Et alors l'église, le Vatican, qui brode la belle légende dorée, nous fait croire que c'est l'église c'est l'épée de Charles Martel. Parce que c'est bien, les Charles Martel, il a chassé les Arabes, enfin, on dit qu'il l'a fait. C'est pour comparer à Jeanne qui va chasser l'anglais, bon, il fallait une manière de chasser l'occupant, je veux bien. Mais en réalité, c'est surtout pour cacher ce qui est attaché à cette épée. Parce que, de bout en bout, on a les Templiers qui sont derrière ça. Ouais. Les Templiers et l'ordre de Sion. Or, il ne faut surtout pas que on parle trop de gens qui sont pas pleinement chrétiens, cathos, qui ne suivent pas le dogme, quoi, parce que même les Templiers, ils ne suivent pas le dogme. Pour moi, ils sont je dirais, agnostiques, enfin, en tout cas agnostiques, pas du tout catholiques. Et ils ont dû trouver à Jérusalem un certain nombre d'éléments, eux ou l'ordre de Sion, probablement, qui avait un caractère à la fois spirituel, religieux donc, et en même temps stratégique, militairement et géographiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que
si on suit l'évolution de la connaissance, indépendamment de l'histoire de Jeanne d'Arc, depuis le fond des âges, il y a des gens qui ont toujours su que la Terre était ronde. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on apprenait aux enfants au Moyen-Âge. Et encore, il fallait que la Terre soit au centre du monde, parce que on a bien failli faire griller Copernic et Galilée encore, parce qu'ils disaient non, non, la Terre elle tourne autour du Soleil, c'est pas le contraire. Donc il y avait des tas de gens qui savaient des choses qui n'étaient pas destinées à tout le monde. Et si je parle de géostratégie et de géographie, c'est parce que, en parlant de Rennes-le-Château tout à l'heure, on a une spécificité à cet endroit-là, c'est qu'il y passe ce qu'on appelle la Roseline, c'est-à-dire en fait le méridien de Paris. Le méridien de Paris, c'est le méridien zéro, à l'époque. Aujourd'hui, c'est Greenwich. Mais c'est Greenwich parce qu'on s'était fait... Oui, alors Greenwich, sorcière verte, bon, c'est encore Roseline et sorcière verte. C'est quand même curieux aussi que c'est de couleurs complémentaires. Ouais. Bon, enfin, c'est pas... À mon avis, c'est juste parce que les temps changeant, je veux dire un peu comme le professeur Tournesol, toujours plus à l'ouest, les choses changent et évoluent. Donc, je disais, dans la région de Rennes-le-Château, passe ce méridien de Paris qu'on appelle la Roseline, et ce méridien de Paris passe sur de nombreux points en France, j'en avais fait état la dernière fois, il passe notamment à Bourges. Je ne sais pas si c'est pour cette raison qu'on appellera le dauphin le petit roi de Bourges. Le petit roi de Bourges, oui. En tout cas, il passe à Paris, sur l'église Saint-Sulpice, dont on parle dans le roman de Dan Brown, mais également sur le Louvre. Et pas n'importe où sur le Louvre. Il passe sur le lieu précis qui s'appelle... La cour carrée? Non, pas la cour carrée. Là où tournaient toutes les voitures avant. Le carrousel. Le carrousel. Voilà. Le carrousel qui veut dire le char du soleil. Le char du soleil. Ouais. Voilà. Et donc il passe sur le carrousel du Louvre. Absolument. Et à la place de ce carrousel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Pyramide. Il y a une pyramide. Mais pas la grande convoi. À la place du carrousel, il y a la pyramide invisible. Inversée. Oui, parce qu'il y a deux pyramides dans la pyramide. Voilà. C'est très compliqué la construction. Il y a une pyramide en fait, il n'y a pas une pyramide à l'extérieur. Il y en a trois, trois plus la grande, qui fait 4. Et il y en a une inversée, plus une petite qui fait comme un pied à un grand vase. Hein? En fait, ça fait 6 pyramides. Et bon, si on peut chercher aussi encore... le fameux chiffre 666, on le trouve qu'en faisant la surface, qu'en faisant le total de toutes les faces de toutes les pyramides positives, moins les faces de la pyramide inversée. Ah d'accord. Avec les surfaces. Oui, non, pas les surfaces, le nombre de... Le nombre de carreaux. Le nombre de carreaux, oui. D'accord. Ce qui est logique. Tout ce qui est positif, c'est en plus, tout ce qui est négatif, c'est en moins. Enfin, il faut vraiment aller chercher loin, mais je trouve ça... Il n'y a pas de hasard, en tout cas. Il n'y a pas de hasard, à mon avis. Mitterrand était quelqu'un d'extrêmement cultivé et j'allais dire un initié, je ne sais pas. On l'a souvent dit. On l'a tout, ouais, mais ça a été... en tout cas, quelqu'un d'extrêmement secret et qui avait accès à des choses... Et les autres monuments, ils ont un rapport, ceux qu'il a fait construire, Mitterrand Alors, il y a sans doute un rapport. Bon, la Grande Arche, elle est dans l'alignement. Bon, on peut dire des choses sur cet alignement aussi, parce que si on le prolonge
Il suffit de prendre la carte de Google Maps, enfin Google Earth plus exactement, et puis vous voyez sur le globe, vous tirez un trait prolongé à droite comme à gauche, et vous arrivez d'un côté, je crois que c'est sur Stonehenge, et à l'autre bout, on passe à Gizeh, les pyramides de Gizeh. Et si on prolonge encore un peu, on va même jusqu'à la Mecque. Sur le même axe. Sur le même axe. C'est des coïncidences étonnantes, non? C'est-à-dire l'axe de... Alors, là où il y a, on va être l'arche, comment dire, l'arc de triomphe, Oui. là, qui est aligné aussi avec, on pourrait presque dire, l'obélisque de la Concorde. Parce que tout ça est dans la même prolongation. L'obélisque de la Concorde, l'arche de la Défense. Oui. Et en fait, toute cette ligne-là, si je fais un axe, donc d'un côté, je vais avoir Stonehenge sur le même axe, et l'autre côté, j'aurai la Mecque. Oui. Faites-le. Ah bah. Faites-le. Je pense qu'il y aura. Ils seront suffisamment fous pour le faire. Oui. Si vous regardez dans le bouquin, je ne sais plus à quelle page c'est, mais j'ai été extrêmement étonné moi-même de constater ça, donc je le signale. On dit la fameuse pyramide aux ondes néfastes. Cette pyramide rayonne de vibrations malsaines. Je suis pas sûr qu'elle soit malsaine. Je suis pas sûr parce que 666, on dit c'est le chiffre de la bête. Non, c'est pas le chiffre d'une bête. C'est le chiffre de l'Apocalypse, et Apocalypse veut dire révélation. Révélation. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Faut pas non plus. Enfin. C'est vrai que chacun interprète un peu les choses à sa manière, parce que ça a tellement été caché qu'on ne se rend pas compte. Bon, je ne le trouve pas là, mais les gens voudront... Donc, il y en a plein des axes comme ça, mais ils ne sont pas anodins, je veux dire, qui passent... Il y en a un autre qui passe... Alors, je parlais tout à l'heure de l'ordre de Notre-Dame du Montsion qui avait installé son siège à Orléans. À Orléans, quoi. Eh bien, il y a un autre axe qui passe là, qui passe par Orléans, qui passe sur la ville de Sion en Suisse, et qui se prolonge jusqu'au Mont Saint-Michel. Bon. Oui. C'est le Mont Saint-Michel, sachant que le Mont Saint-Michel était une des 12 commanderies de l'ordre de Sion, pas du Temple. Hein, il était défendu par les Templiers, mais c'était cette commanderie de l'ordre de Sion. D'accord, le Mont Saint-Michel, c'est une commanderie de l'ordre de Sion. Oui. Il y en avait une douzaine, je ne me rappelle plus les noms de tous, mais il y en a deux qui m'ont frappé particulièrement, enfin, plus que deux. À Orléans, bon, il y en avait une à Paris, bien sûr, et une... je parlais de Mitterrand tout à l'heure avec sa pyramide, la pyramide du Louvre. Savez-vous où il y en avait une commanderie importante de l'ordre de Sion? Eh bien, à Jarnac. À Jarnac, donc le fameux le repère, si j'ose dire, de Mitterrand, où il allait... Où il est enterré. Il était enterré. Oui. Bon, enfin, il y a des choses étonnantes comme ça. Parce que Mitterrand, ça n'a jamais été avéré vraiment qu'il était... Tout le monde savait aujourd'hui qu'il était franc-maçon, je pense que ça, c'est notoire. Oui. Mais toutes ces histoires de Notre-Dame de Sion, tout ça, ça jamais... Un petit peu, ouais. C'est quand même le seul président français qui soit allé visiter Rennes-le-Château. Ouais. Il y a des photos. Et il est allé visiter Rennes-le-Château avec un gars qui s'appelait... un milliardaire qui a été par la suite accusé de... Patrice Pelat. Pelat. Et pas Pelou, mais Pelat. Pelou et Pelat, il y en a deux. Et c'était un homme d'affaires qui était plus que très à l'aise et qui a été accusé à un moment donné d'avoir bénéficié de renseignements sur l'affaire Triangle. L'affaire Triangle. Hein. Bon, encore une coïncidence. Non, mais bon, c'est comme ça, il y en a plein, oui, c'est assez drôle. Et donc cet axe, parce que ça voudrait dire que
il y a une corrélation directe entre, donc on peut dire quoi, les Templiers et jusqu'à Mitterrand, quoi. On peut établir. Oui et non. Je disais tout à l'heure, au départ, les deux ordres étaient des ordres jumeaux, puisqu'ils ont partagé les 10 premiers grands maîtres. Mais à partir d'un certain moment, ils se sont écartés l'un de l'autre, parce que, bon, c'est comme dans toutes les familles, j'imagine, il y a des gens qui tirent un peu de leur côté, d'autres de l'autre, et on finit par ça part un peu en bisbille, et on ne se réunit que quand il y a vraiment l'urgence, quoi. Bon, je pense qu'à l'époque où il y avait la guerre de 100 ans, il y a eu cette réunion. Et l'ordre de Sion a retrouvé l'ordre du Temple. À la suite de... C'est un peu décousu ce que je dis, mais bon, à la suite du Guesclin, dans la fameuse liste de Arminius, on trouve 3 comtes d'Armagnac, qui seront successivement grands maîtres du Temple, à l'époque de Jeanne. Or, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Qu'avec les Anglais, il y avait les Bourguignons, et avec le Dauphin, il y avait les Armagnacs. Les Armagnacs. Ah bah oui, mais c'était pas des Armagnacs. Il faut traduire Armagnac par Templier. Parce que quand on sait effectivement que les Templiers étaient dirigés successivement par 3 comtes d'Armagnac pendant 35 à 40 ans, bah, l'histoire elle est dite, ça y est, on a compris. Mais ça, personne ne le dit. Et on ne pouvait pas le savoir, sauf si on a étudié un petit peu l'histoire de la franc-maçonnerie. Parce que c'est un franc-maçon qui s'appelait... je suis pas en forme ce soir, faut que je boive un coup là. Il s'appelle... pardon. C'est à l'époque de Napoléon. Ce monsieur qui a sorti ce document qui est préservé depuis longtemps. Bon, ça va me revenir. Et donc Napoléon, lui, n'avait pas du tout les chevaliers de l'ordre de Malte, les anciennement hospitaliers de Saint-Jean, oui. Qui avaient été les héritiers, enfin, ou les bénéficiaires en tout cas, de l'extinction de l'ordre du Temple, parce qu'ils avaient hérité de tous leurs biens. D'accord? Par contre, il aimait bien les Templiers. Et pourquoi il n'aimait pas l'ordre de Malte? Parce que, à son époque, Napoléon, l'ordre de Malte, qui était donc installé à Malte, s'était allié aux Anglais. En partant faire sa petite expédition en Égypte, le général Bonaparte, qui n'était encore que le général Bonaparte, fait un petit crochet par Malte, et puis il vire tout le monde, hop, et il ne veut plus entendre parler de l'ordre de Malte. Par contre, il continue, il va jusqu'en Égypte, et là, avec tous ces savants, ces astronomes, ces spécialistes, il fait des relevés, il fait... Je veux dire, c'était évidemment pas le travail d'un général, c'était le travail d'un curieux, d'un passionné.